Vous écoutez Une enquête dans la peau, la traque d'Antonio Ferrara. Deuxième partie. Printemps 2003. Afin de retrouver le fugitif, les policiers relancent l'enquête. Christophe Molmy est le directeur d'enquête, mais un directeur d'enquête est très actif, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de donner les instructions, il est sur le terrain. Hervé Lafranc, ancien patron de l'Office central de la répression du banditisme. Et il est très très présent sur les surveillances et il n'est pas en vacances, là, je peux vous assurer qu'il n'a pas pris de vacances. Entre nous, avec mon co-auteur, on avait donné des surnoms aux différents policiers. Lui, on l'appelait le chasseur. Après l'évasion de Ferrara, on met l'intégralité des moyens de l'OCRB. Christophe Molmy, officier de police judiciaire. Donc ça fait un peu plus de 60 opérateurs, enquêteurs sur le terrain. On savait qu'il était extrêmement prudent, qu'il ferait gaffe sur la téléphonie, qu'il se montrerait pas sans beaucoup de précautions avec les très proches. On avait un tas de renseignements qui arrivaient, qu'il l'avait vu à droite, à gauche, où il fallait quand même aller gratter. On l'a vu au Mans, on l'a vu dans le sud, on l'a vu autour de Paris, on l'a vu partout. On a quand même des informations qui arrivent de la BRB, du portable qui est abandonné dans la veste qui se trouve dans la cellule. Et sur la messagerie, ils se rendent compte que le portable avec lequel il était en communication est activé par mégarde dans la voiture pendant la fuite. On connaît la voix de Ferrara qui parle d'un Doumé qui s'avérera être Dominique Batigny. Manifestement, sur l'évasion de Fresnes, il y avait pas que des jeunes de cité, il y avait aussi des poids lourds, il y avait des Corses. Les semaines passent, les mois passent, mais on va avoir des remontées nous précisant que l'entourage de Ferrara est en train de rechercher des armes qui nous laissent penser qu'il veut remonter sur des braquages, ou en tout cas que son entourage s'y prépare. C'est la première fois qu'il y a un frémissement véritable sur l'enquête. On a commencé à beaucoup progresser grâce à des indices. Et en particulier, moi j'avais un indice qui me dit « Écoute, je connais un mec, là, il me donne son nom. Lui, il est en rapport avec l'équipe Ferrara. » Et donc, on environne ce type, on l'identifie, c'est un mec qui sort de prison, on le plante, c'est-à-dire qu'on branche une écoute et puis on gratte dessus. Et on voit qu'il a un rendez-vous, alors on le voit dans un café, porte de Champéret. Et là, on est surpris parce que Farid Boutissa, pour pas le citer, se gare et rentre dans le café. Boutissa se présentait un peu, en quelque sorte, comme le beau-frère de Ferrara. Alors là, c'est plus pareil, parce que là, on a une connexion objective entre le renseignement qui nous avait été donné et quelqu'un de très proche de Ferrara. Et donc, on n'est plus dans le virtuel, on est dans quelque chose de très, très intéressant. Donc, on prend pas beaucoup de risques, je fais lever le dispositif parce que c'est pas la peine d'en rajouter, de se faire détroncher, c'est-à-dire qu'on nous repère. Ce qui est concret, c'est qu'on a une information d'un indice, donc on peut prêter crédit à ce qu'il dit. À ce moment-là, on cherche plus des fils que Ferrara. Il est, pour nous, à ce moment-là, encore invisible et totalement en dehors de nos écrans radars. C'est-à-dire, on n'a même pas eu un passage, une apparition ou un relais sur une écoute nous disant « je l'ai vu » ou « je l'ai rencontré » ou « il va venir » ou je ne sais quoi. Voilà. Les policiers tendent un piège à Antonio Ferrara afin de lui mettre la main dessus. Ça fait 3 mois que Ferrara s'est évadé. On a toujours ce type qui est proche d'un indice et qui peut aller au contact. Et à un moment, on se pose la question de savoir comment on peut faire sortir Ferrara du bois. Et en discutant avec Hervé Lafranc, je lui demande s'il peut avoir des documents, quelque chose, de créer une sorte d'appât pour faire venir un Ferrara. Et on essaie de construire un truc autour de ça. Il me dit, mais peut-être que si on avait des plans d'un centre fort, on pourrait arriver à faire quelque chose d'intéressant. Hervé Lafranc rentre en relation avec les sociétés de transport de fonds
et me ramène les plans d'un centre fort, c'est-à-dire les endroits dans lesquels les sociétés de transport de fonds stockent l'argent, dans des coffres forts ultra sécurisés, qui auraient dû être construits, qui n'a jamais été construit. Ah, c'est un très bel objectif pour un malfaiteur de ce niveau, et c'est surtout, la plupart du temps, un gain espéré, en tout cas, très intéressant. Donc je récupère d'Hervé des plans papier dont une partie est faite à la main par des architectes. Et donc, je reprends ça, je mets le nom de rue, j'en retrace à la règle, je fais des photocopies avec des pages blanches pour essayer de couper. Enfin, on fait un montage, c'était plutôt rigolo à faire d'ailleurs. Et j'en parle au magistrat quand même. Hors PV, mais j'en parle au magistrat, qu'il soit au courant, parce qu'on est limite quand même de la provocation policière. J'en suis conscient, mais bon, il y a un moment, il faut se donner les moyens. Et on le fait voir à l'Indic en disant, est-ce que si tu récupères ça, et que tu le files au mec que tu connais en lui disant que tu l'as eu, enfin tu l'embrouilles un peu, est-ce que tu penses qu'avec ça, il peut faire venir Ferrara? Il dit, mais attends, mais vous vous rendez pas compte, le truc avec marqué le nom de la société de transport de fonds, les plans d'un centre fort, évidemment. Donc, dès qu'on en parle à l'Indic, lui, il veut 150 000 euros. J'écoute, on verra. J'y commence déjà par faire ton boulot et puis après on verra. Inutile de vous dire que j'ai pas ça ni dans ma poche ni dans le tiroir. Et ma hiérarchie me dit, écoute, t'es gentil, mais enfin, va falloir que tu te démerdes autrement. Et donc je vais me tourner vers des sociétés de transport de fonds en leur disant, écoutez, voilà, moi j'ai un élément qui me permettrait d'avancer et de trouver et vraisemblablement d'interpeller Ferrara, mais est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu avec nous sur le montant que je vous dis? Les sociétés de transport de fonds disent, bon, si il est interpellé, Ferrara, avec l'implication de l'Indic, on est prêt à donner la moitié, 75 000 euros. Bon, donc il dit, ok, très bien. L'Indic fait voir les plans du centre fort à celui qui est au contact de l'équipe de Ferrara. Et il lui dit, écoute, tiens, si tu veux, tu peux leur faire briller ça avec une commission éventuellement, si l'affaire se fait. On lance le bouchon et on voit que le bouchon on commence à descendre et à remonter. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de pouvoir ferrer notre proie, mais on n'y est pas encore. On a quelques échos sur les écoutes téléphoniques où on comprend qu'il se passe quelque chose. On interprète ça en se disant que ça a peut-être touché Ferrara et que peut-être il peut se rapprocher. À l'OCRB, il y avait un groupe qui travaillait sur la téléphonie mobile, avec une collègue une sorte de magicienne qui sentait les choses, qui était un vrai flic. Et je crois qu'en tout, sur l'intégralité de cette enquête, elle a dû travailler sur 80 000 numéros. Ça commençait avec des schémas qui sortaient très proprement sur l'imprimante. Et puis après, c'était sur les tableaux blancs. Et puis ensuite, ça renvoyait un peu partout. Et puis ils n'avaient plus de place pour écrire. Ils écrivaient sur les armoires métalliques. On les aurait pas arrêtés. Ils auraient écrit sur les murs, le plafond. Alors quand on rentre comme ça, quand on voit tous ces schémas, on se dit, c'est un peu nébuleux tout ça. On se demande à quoi ils jouent. Mais c'est des toiles d'araignée immenses. Et de temps en temps, elle me disait, ce numéro-ci, là, il faut le brancher. Alors je dis, mais pourquoi? Elle disait, mais branchez-le. Et assez rarement trompée. La preuve qu'il ne faut jamais rien lâcher, c'est que, alors que ça frémit un petit peu grâce à cet indicateur, on a un des portables qui s'active. Il borne à Saint-Raphaël. C'est la première fois que l'on a un élément fort qui nous permet de dire Ferrara, à ce moment-là, appelle de cet endroit avec ce téléphone. Et pour nous, c'est très important. On a une conversation entre Antonio Ferrara et son frère Diego. Il y a toujours une forme d'excitation sur ces moments-là. Dès qu'on l'entend au téléphone, on se dit qu'on tient par la manche. Ils discutent en filigrane du centre fort. Ils parlent un petit peu de cette personne qui a un truc à présenter. Diego lui dit entre les lignes qu'ils ont commencé à récupérer un peu de matériel, qu'il faudrait un tube. Un tube, dans leur langage, c'est un lance-roquette. Et Ferrara lui dit non, mais parle pas de ça au téléphone. Pour détourner l'attention, il blague un peu sur une fille qui vient de lui passer devant en bikini. Donc voilà, mais c'est lui. Il est à Saint-Raph.
il faut quand même descendre pour voir où il est et si on a la chance de le croiser, parce que Ferrara à Saint-Raphaël, ça peut se voir quand même. Pendant que toutes les polices de France et l'OCRB en tête cherchent Antonio Ferrara, celui-ci est en train de faire la fête à Saint-Raphaël. Mathieu Suc, journaliste, co-auteur de Antonio Ferrara, le roi de la belle. Ferrara et une partie des gens de son équipe, je pense qu'ils se sentent un peu invincibles à ce moment-là. C'est-à-dire, si on regarde cette équipe, ça fait quelques années qu'ils officient, ils ont réussi des très gros coups, quasiment personne ne s'est fait interpeller, un ou deux, mais c'est pas grand-chose. Ferrara, il se fait interpeller une première fois à l'été 2002, en mars 2003, il se réévade. Enfin, c'est facile pour lui. Il s'est pas pris de longues périodes d'incarcération. Il s'évade comme il veut. Et il y a ce côté, on est tout puissant et on arrive à jouer de l'État comme on veut. Ferrara, c'est quelqu'un de plutôt fêtard de nature, donc on tourne la journée sur les plages, dans les bars, la nuit, dans les boîtes, et on essaie de le trouver. Et à la fin, on tient sur les nerfs. On dormait 1 heure par-ci, 1 heure par-là dans les voitures. Donc les gars étaient vraiment fatigués, ils étaient vraiment épuisés, quoi. Et on le trouve pas, on l'a pas vu. Quelques jours après, en tout début de matinée, vers 8 heures, on reçoit en direct l'information qu'il y a un nouveau contact avec le téléphone qu'on attribue à Ferrara. Mon adjoint écoute la conversation et percute tout de suite, reconnaît la voix et dit « mais ça, c'est Accart, ça ». Et Accart, c'est un type qui est en cavale aussi, qui est recherché depuis des années, qui est un trafiquant de drogue surtout. Hein. Donc il confirme à Ferrara qu'il a les faux papiers qu'il lui a promis. Et on comprend qu'il y a un rendez-vous à venir lorsqu'il sera à Paris. Et Ferrara lui dit bah, « ça tombe bien, de toute façon je remonte demain ». L'étau se resserre sur Antonio Ferrara. Le lendemain, on a le fameux rendez-vous qui devait se passer avec Accart. Sur ce dispositif, on devait être une bonne 60aine de l'OCRB, je pense une bonne 20aine de la BRB. Donc ça faisait vraiment beaucoup de monde. On ressent une excitation véritable, on se dit bon voilà, ça y est, là on est prêt. On répète et on répète qu'il ne faut pas être détecté, parce que si on est détecté, tout recommence à zéro, presque. Moi je suis avec le responsable de la BRB dans ma voiture, pour la coordination c'est beaucoup plus simple. On comprend qu'il a rendez-vous au Trocadéro, en premier lieu, mais pas avec Ferrara, avec une autre de ses fréquentations. Là, il y a un peu de tension chez nous parce qu'il y a certains qui avaient déjà travaillé sur Accart dans le passé et qui d'un seul coup le voient, qui se sentent un peu tendus en se disant bah, il est là. Je dis oui, mais moi, il m'intéresse pas Accart. On se fait Ferrara ou rien. Donc, il part du Trocadéro et là, on part. Donc, on roule, moi, je conduis. L'ensemble du dispo entoure l'ami Dakar, mais de loin. Moi, je me rappelle le suivre sur les quais. C'était facile, hein, on était 5-6 véhicules derrière. Il redescend les quais, il prend la rue de la Convention et il se gare à Convention. Accart rentre dans un café. Moi, je suis sur le trottoir d'en face. Je vois effectivement Ferrara. Il faisait beau, il y avait des gens en terrasse, donc c'est pas difficile de se noyer dans ce panorama, quoi. Ferrara, très vite se lève, parle avec quelqu'un qui est avec lui, qui démarre une moto. Il monte derrière, il fait un signe à Accart qui monte derrière la moto et il s'en va. Ça part. Bon, et là, bon, on est un peu tétanisé. C'est quand même, là, c'est un petit coup de mou. Hein, on se dit, parce qu'on l'a à portée de main. Il a 10 mètres, 15 mètres. Hein.
Tout le monde s'agite un peu, on se demande ce qui s'est passé. Pour assurer le coup, je demande à tout le monde de ne pas bouger, surtout pas confirmer le coup de chaud et de ne pas prendre en chasse derrière, de laisser partir et essayer de voir ce qu'on a encore en main et ce qu'on peut faire, quoi. Il faut se retenir parce que quand on a un petit peu d'expérience, on sait que ce sont des étapes. Il ne faut pas se précipiter. Il vaut mieux ne pas bouger, confirmer, repartir tranquillement, ne pas se faire détroncher et remonter derrière un dispositif conséquent que de faire n'importe quoi. Il faut rester calme. Partir à 3 sur la moto, c'est clair, hein, c'est qu'ils ont pris un coup de chaud et qu'ils ont vu quelque chose, quoi. C'est énervant, mais il faut rester concentré, il faut rester dedans, il faut rester dans le match, hein, et on n'a pas fini, parce que tant que les puces des téléphones ne sont pas cassées, on peut les borner, mais surtout on peut espérer des conversations. Le collègue en particulier qui fait les écoutes en direct nous remonte tout de suite le moral en nous disant que très vite, ils ont lâché Akar. Effectivement, rouler à 3 en moto, c'est pas discret. Alors là, Ferrara fait une erreur. C'est qu'il a besoin probablement des faux papiers qu'a Akar. Il est trop sûr de lui. Il appelle Akar et il lui dit écoute, fais-toi déposer à Bercy. Donc on envoie des précurseurs pour voir. Et l'un d'entre eux rappelle à la radio en disant il y a une moto qui ressemble à celle qu'on a vue passer, qui est devant le bar Peanuts. Bon, là, ça devient épineux parce qu'on ne maîtrise plus rien. Donc on y va à pas de velours. Moi je me rapproche, j'aime bien marcher. Moi j'ai besoin de sentir le terrain, de voir. À un moment j'ai besoin de voir pour me rendre compte. Donc on ne voyait pas à l'intérieur de l'extérieur. C'était très sombre et on ne voyait pas. Et donc, il est clair qu'on ne pourra pas avoir la confirmation que Ferrara est dedans. 2 solutions. Soit je décide de ne pas aller plus loin parce que je ne suis pas sûr que Ferrara est dedans et je ne veux pas jouer. Et dans ce cas-là, on s'écarte. Ou bien on rentre dedans et on va au résultat. Mais il n'y a pas 36 choix à faire. Alors, j'hésite un peu. J'appelle mon chef, j'appelle Hervé Lafranc quand même. Je dis, écoute, voilà, on vient de se faire chauffer. On a retrouvé la moto, je pense que c'est déjà un coup de bol. On a toutes les raisons de penser qu'Akar est dedans avec le chauffeur de la moto. On a raisonnablement des raisons de penser que Ferrara est encore là. Donc, tout considéré, le mieux, c'est d'y aller. Bon, maintenant, on prend un risque. Hein. Je lui dis, écoute, t'es sur le terrain, je vais pas te dire à distance ce qu'il faut faire, mais si t'as le sentiment qu'il est là, faut y aller, quoi. Puis c'est tout, puis on verra bien. L'arrestation d'Antonio Ferrara. Bon, il faut y aller quand même parce que il s'agit de rentrer dans un bar, chercher 2 mecs en cavale, dont un qui s'est évadé à force ouverte avec un commando, qui a une sacoche. Dans une sacoche, vous pouvez mettre n'importe quoi. Une grenade, par exemple. Ça peut être gavé de monde, il peut y avoir des gamins qui sont en train de boire un verre autour d'eux, enfin, on sait pas, quoi. Tout le monde est très tendu. Hein. C'est tous des mecs qui sont animés par leur boulot, qui n'ont pas peur d'aller au bout, en tout cas, qui ne sont pas suicidaires, hein, mais qui potentiellement sont prêts à risquer leur vie pour la vôtre. Hein. Tout le monde est crevé, on en a marre parce que ça fait plusieurs mois qu'on est derrière. On vient de les voir partir en moto, on les retrouve, donc il y a l'adrénaline qui monte. On est très tendu. Et tout ça, c'est des sentiments contradictoires, mais qui explosent et qui font toute la force de ces moments, quoi. Et puis après, c'est un silence radio, puis j'attends, moi, le retour. Je peux vous dire que pendant quelques minutes, j'ai les tripes retournées pour savoir ce qui va se passer. On fait 2 groupes. Moi, je suis à la porte de droite, et les collègues, dont le collègue de la BRB, d'ailleurs, qui est porte de gauche. On se met de chaque côté, et puis on se fait signe, et puis après, il faut y aller. Il y a un moment. Donc on pousse les portes et on rentre. C'est assez peu profond. Ils sont au fond à gauche, tous les 3 en train de discuter. Il y a Akar et Boisbasse et Ferrara. Akar et Boisbasse restent un peu surpris et interdits de ce qui se passe en se demandant ce qui leur arrive. Ils se font assommer immédiatement, donc la foudre leur tombe dessus. Donc Ferrara, il rip directement de l'autre côté. Il va pour ressortir par la porte par laquelle on est rentré. Donc là, ça va très très vite, hein. Et je le vois arriver, je lui mets un coup, mais je pense que le premier coup, il le prend la figure, ça l'arrête. Là, je veux accompagner une 2e fois et je tape sur un coin de table. Et puis, ça arrive de partout, hop, et puis hop, il est menotté et c'est fini.
Et après, on comprendra que son arme a glissé par terre. Alors, un Tokarev, c'est des balles de 7,62, c'est des balles de Kalachnikov, ça traverse les gilets pare-balles. Donc bon, c'était pas un petit joueur quand même. Hein. Donc, est-ce qu'il l'avait à la main ou pas? C'est probable, mais je suis pas certain. J'appelle mon chef pour lui dire, ça y est, c'est fait. C'est vraiment un soulagement énorme. Et immédiatement, c'est une espèce de bouffée d'oxygène qui arrive en se disant, bon, ça y est, c'est fait. Tout s'est bien passé, même si ça a été compliqué, mais on arrive au bout de quelque chose et puis on va faire en sorte que ce coup-ci, il ne s'évade plus, quoi. C'est un grand moment parce que ça va au-delà des 4 mois qu'on a passé à le trouver. En fait, peut-être à tort, mais on a l'impression que ça met un terme à plus de 2 ans de travail. Christophe est un excellent policier. Donc c'est quelqu'un qui ne laisse jamais tomber, avec pas simplement du flair, mais de la pugnacité, de la rigueur. Il est très directif dans ses enquêtes. C'est un meneur d'hommes, mais au sens fort du terme. C'est quelqu'un sur lequel on peut compter et qui va au bout de ce qu'il peut faire et de ce qu'il sait faire. Et moi, donc sur le chemin, j'ai fini par appeler chez moi en disant bon, tout va bien, mais je me suis cassé vraisemblablement la main. Je me suis fait conduire immédiatement à l'hôpital où ils m'ont plâtré. Et donc moi, quand je suis arrivé au service, il restait Hervé, mon adjoint, et Ferrat. Il m'a vu arriver avec le plâtre, il me connaissait pas physiquement, donc je me suis présenté. Il me dit, ah bah c'est toi, très bien. Et puis il me demande, il me dit, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Je me suis fait, c'est interpellant, t'es malin. Et donc il me dit, ah j'espère que tu m'en veux pas. Je dis, non, c'est rien. Il me dit, je te le dédicace si tu veux, en rigolant. Je dis, ouais, vas-y. Il a juste écrit Nino. Je crois que ça veut dire petit en italien. C'est son surnom. Donc voilà, je l'ai gardé d'ailleurs, mais ça relève de l'humour, quoi. Et puis c'est des témoins de carrière comme ça, c'est marrant, quoi. Il est sympa, même si c'est un voyou, c'est un garçon sympa. Donc il est souriant, voilà, il a un côté séducteur, ça fait partie du personnage. Il est drôle, il n'a pas fait de hautes études, mais il a cette intelligence de rue, il a des répliques qui peuvent être extrêmement drôles. Il a un côté très sympa. À sa façon, Ferrat, oui, est un beau mec. Dans le jargon policier, un beau mec, c'est pas nécessairement un bel homme. Un beau voyou, pour nous, c'est quelqu'un qui se tient, c'est-à-dire qui chouine pas parce qu'il vient de se faire interpeller et qui part en prison. Il a joué, il a perdu, ensuite il se tient en garde à vue. Un beau mec, c'est quelqu'un qui assume les conséquences. Sur l'évasion de Fresnes, il nous a dit qu'il avait rien à dire, qu'il n'avait rien compris, qu'il était en train de dormir quand sa fenêtre a explosé, qu'il ne pouvait pas nous donner d'informations sur les gens qui l'avaient extrait, puisqu'il ne les connaissait pas. Et voilà, quand on lui a demandé où il avait eu le portable qui était dans la cellule, il dit c'est une colombe qui me l'a amené, bon, en rigolant, hein, faut pas insister, bon, voilà, c'est le jeu. Hein. Sur nos échanges avec, il est sympa, il est même plutôt marrant, quoi. Moi, je traite les gens comme ils me traitent. Si j'ai face à moi quelqu'un en garde à vue qui est sympa pendant 24 heures, pour quelle raison vous voulez que je me lève, que je lui colle des tartes et que je l'insulte? Donc, Et le lendemain, avant de le déférer, on a mangé un morceau avec lui, il s'était refait. On échange, on lui dit qu'on était à Saraf. Il dit, ah bon, vous étiez à Saraf? Donc on reconstitue, il dit, bah non, j'étais là. Il dit, putain, on est passé à côté, on se rend compte qu'on était dos à dos au resto. Voilà. Après, je lui ai demandé ce qu'il avait vu à Convention, et de se barrer comme ça. Je lui ai dit, mais tu nous as vus? Il dit, non, mais j'ai vu beaucoup d'hommes seuls au téléphone portable, et j'ai pas senti le truc, quoi. C'est des types qui ont un instinct animal, il a ça, il a une intelligence de situation, il sent les choses, quoi. Et là où vous auriez un doute en vous disant, je me demande si, lui il se demande pas si. S'il a un doute, il se lève, il s'en va, quoi. Voilà. Après, il y a des questions qu'il pose pas, il y en a qu'on pose pas. On sait que de toute façon, il balancera pas ses copains. Il se doute bien, il nous demande à un moment, il dit, mais il y a quelqu'un qui vous a aidé. Je dis, ouais, évidemment. Mais il va pas demander qui, on va pas lui dire qui est l'indique, donc bon, voilà. Bon, en discutant, je lui ai juste dit, moi je me souviens, parce
qu'il me dit bon, ça va me coûter cher cette fois-ci. Je disais ouais, mais c'est un peu ta faute parce que fallait pas s'évader comme ça. Il me dit, et puis finalement il m'a dit bah t'as peut-être raison, mais c'est cette évasion vraiment violente, aussi marquante, médiatisée. Ça a tellement ébranlé l'État que ça a appelé une réponse forte et rapide, quoi. Donc je dis oui, mais t'aurais fait ça à bas bruit sur un transfert hospitalier, on aurait peut-être eu moins de moyens, on aurait peut-être eu moins de rage à te retrouver. Et ça, il en a convenu. Et je lui ai dit une deuxième chose, je sais pas s'il s'en rappelle, mais parce qu'il était quand même entouré de très beaux mecs. Hein. Il y avait notamment des Corses, des Marseillais, certains Parisiens qui étaient des très très beaux voyous. Mais il traînait derrière lui ces mecs de cité, quoi. Alors, dans le lot, il y en a qui sont pas stupides, mais pas que. Et je lui ai dit, mais ce qui t'a perdu aussi, c'est ça, quoi. Pourquoi? Il me dit, bah ouais, je sais bien. Il me dit, il y en a, je suis lucide, mais il dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est des amis, quoi. Entre Christophe Molmy et Antonio Ferrara, il y a cette espèce de respect professionnel entre deux artisans dans un genre différent. Ils sont adversaires et s'ils se retrouvent dans la rue, c'est encore autre chose. Chacun connaît son rôle, chacun connaît le danger que pourrait représenter l'autre. Mais quand c'est en période d'accalmie et qu'il est derrière les barreaux, il y a un vrai respect. Ça reste quelqu'un de marrant comme ça, mais ça n'empêche pas ce qu'il est, quoi. C'est un voyou. Un voyou, ça reste un voyou. Moi, j'ai pas d'admiration ou de respect pour un voyou. C'est l'affaire qui me restera parce qu'elle a duré, parce qu'elle était complexe, parce qu'elle a été intellectuellement intéressante, parce qu'elle nous a poussés à être encore meilleurs, plus performants. Mais quand même, on a connu début des années 2000 des rafales d'attaques de fourgons blindés avec des assassinats de convoyeurs. Et voilà, donc tous ensemble, on a décapité cette équipe. Et aujourd'hui, on vit plus ce qu'on a vécu début des années 2000. Ils s'étaient évadés. Bon, on les a repris en prison. Voilà, c'est bien. L'honneur est sauf. En 2008, Antonio Ferrara est condamné à 12 années de réclusion pour son évasion de Fresnes et à 13 années supplémentaires pour 2 autres affaires. À l'été 2022, il sort finalement de détention, 19 ans après sa spectaculaire évasion qui reste aujourd'hui encore gravée dans les mémoires. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour. Adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Sam Caro et réalisé par Sam Caro et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan, assistée de Marine Boudali. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.